Merci beaucoup, Madame Auriol. Vous avez été très économe. Il vous reste encore 9 minutes. Oui, c'est pour l'après, tout à fait. Alors, je vais passer la parole tout de suite au public pour que les questions puissent être faites aux intervenants. Et je ne sais pas si l'actualité, si le court terme pourra atteindre le long terme dont parle Mme Auriol. Nous sommes en période électorale. Je ne sais pas s'il y a des candidats dans la salle, s'il y a des responsables de partis politiques qui sont venus écouter cette discussion. Vous en êtes un? Ah bon, ok. Alors, les prochaines élections seront gagnées par celui qui aura le meilleur slogan. Ce n'est pas un scoop que je vous annonce. C'est comme ça que ça va se passer. J'espère que les sujets qui sont débattus ici, les thèmes seront partagés avec le gagnant futur, quelle que soit l'année, le mois où les élections auront lieu. Tout de suite, je passe la parole à M. Azad. Oui, très rapidement, salut à tout le monde, salut, cher ami. Et j'ai été très satisfait de la conférence qui vient d'être faite, tout particulièrement la présentation de M. Parette qui a abordé un point essentiel. Mais à mon avis, il y a 2 points. À mon humble avis, il y a 2 points qui n'ont pas été abordés et qui sont essentiels. C'est la question des investissements en Haïti. Parce que ces questions ne sont pas abordées sérieusement, nous n'avons pas résoudre ces questions de sécurité en Haïti. Nous mettons oublié ça. C'est la question des investissements. Moi, je sens que il y a Beskevel, et c'est une question extrêmement importante. Et il y a aussi une autre question qui a été abordée indirectement par M. Parette, c'est la question du crédit. Il n'est pas entré là-dedans, mais il a parlé de la classe moyenne qui est une question essentielle. Parce que si vous n'avez pas de véritable classe moyenne, je ne vais pas dire la bourgeoisie, son concept m'a remis employé. Pour employer, on entre dans une bonne lobby. Je parle de la classe des entrepreneurs. C'est-à-dire, sans la classe moyenne, dans le sens que Parette a parlé, classe des entrepreneurs n'a pas qu'à faire rien dans le pays. Moi, je pense que ce sont ces 2 questions. La question des investissements et la question du crédit pour la classe moyenne. Parce que ces 2 bases ont fait Dominicani décoller. Dominicani, ils ont fait un choix. On était 2 francs, la République dominicaine, dans les années 60 et même 70. Les Dominicains, ils ont pris une décision sur ces 2 points-là. Merci de poser la question, s'il vous plaît. Non, je pose la question des investissements dont on n'a pas parlé et la question du crédit. Pour qu'ils n'aient pas parlé là, parce que c'était l'endroit où il fallait en parler, même si c'était très rapidement. Qui est-ce qui va répondre? Bon, avant tout, pour moi, je vais pas parler d'investissement. Il y a on aurait pu parler longtemps. Il y a un programme que nous avons fait du secteur privé qui est indépendant de ce plan que nous faisons avec Attali, qui est cette vision 2055, qui parle d'investissement, qui parle où investir. C'est très extensif. C'est pas court. Moi, je suis venu parler du rôle et responsabilités. J'ai essayé d'en parler, mais je ne savais pas qu'il fallait que je fasse des propositions et que je parle des investissements à proprement parler. Je pense que je suis pas d'accord avec Mme Auriol. Il faut pas être sage. Je pense qu'à force d'être sage, par exemple, si on prend le crédit, je vais écouter mes amis les grands banquiers, être sage, se retrancher derrière des normes, se retrancher derrière des règles, c'est très sage, mais en fait, ça ne nous amène pas. Je pense qu'il faut être créatif. Et la création, elle induit quand même la notion de rupture. Il faut qu'il y ait une rupture très forte avec les us et coutumes que nous avons en Haïti. Donc, pour en venir aux investissements, je laisserai le crédit à mon ami financier. Il faut mettre la charrue on peut pas mettre la charrue avant les bœufs. C'est pas investissement qui amènera la sécurité, c'est pas non plus la sécurité qui amènera les investissements à long terme. On n'arrête pas de tomber dans des trous. On a des cycles de 8 à 10 ans, un gouvernement que blanc vini, l'aidez-nous, le manipuler, en tout cas le mettez là. Après ça, comme on n'est pas prêt, il n'y a pas une vision, on a nulle part où rebondir, on tombe dans un trou et je crois qu'on est le seul peuple, quand on tombe dans un trou, au lieu de prendre une corde pour remonter, on prend une pioche pour fouiller pifon. Donc, les investissements, et je l'ai dit tout à l'heure, on peut en parler où il faudrait investir. Il y a tellement de secteurs et des endroits novateurs. Je ne vais pas parler des utilities, l'électricité, l'eau, qui sont des opportunités énormes d'affaires, avec un équilibre qu'on peut créer
en 30 ans, une Haïti tout à fait, je dirais pas moderne, puisque la modernité est en train de la laisser derrière nous, malheureusement peut-être la technologie, mais une Haïti très intelligente, avec peut-être 20-30% d'énergie fossile et le reste qui serait tous des énergies renouvelables, ce qui nous ferait en fait être mieux placés que les plus grandes puissances aujourd'hui, parce qu'on a du mal à se métamorphoser. Et ce sont des énormes opportunités d'affaires, énormes. On parle de milliards de dollars. Je peux vous parler de l'eau. En France, il y a parmi les plus grosses compagnies au Stock Exchange, pas de New York, mais en France, la bourse, ce sont les compagnies de gestion d'eau, la Lyonnaise des Eaux, je sais pas quoi, il y en a d'autres. L'eau, c'est un secteur où il y a beaucoup d'argent, donc on peut investir et en même temps servir la communauté. Ça, c'est pour les utilities, le traitement des poubelles. Nous, on produit énormément de bouteilles en plastique qu'on voit partout dans la rue. On peut nous dire que c'est nous les pollueurs, mais on paye quand même des taxes pour que ce soit collecté, ce n'est pas collecté, pardon. Donc, c'est aussi un secteur où il y a beaucoup d'argent, la gestion des poubelles. Ben, ça, c'est pour les utilities qui seraient un préalable à l'investissement en tant que tel. Nous avons des mines en Haïti. La République dominicaine, elle a des mines. Elle a énormément de mines. Pourquoi nous, ça représente, je crois, 5 ou 6% de leur PIB. Mais 3 milliards de dollars, on va dire. Si 3 milliards de dollars, on avait la moitié de ça dans l'économie que nous sommes, c'est notre argent, mais il faut être intelligent. Nous, on parle de mining, responsible mining, c'est-à-dire être responsable. On ne peut pas, nous, tout de suite commencer. Il y a des corporations internationales, il y a des intérêts que nous ne pouvons pas contrôler. Être responsable, faciliter et collecter. On parle, bien sûr, des infrastructures, on parle de 3 ports internationaux, on parle là aussi de milliards de dollars. Mais tout ça, alors, je peux continuer, la manufacture, comme je suis d'accord avec Michel, quand on parle de manufacture et qu'on parle de couture, de sous-traitance, même le terme sous-traitance, on devrait le bannir de notre langage. C'est fini, la sous-traitance. C'est comment intégrer la manufacture dans le monde actuel et être extrêmement au devant même des challenges globaux et en fait être une réponse, être une solution pour beaucoup, notamment notre partenaire américain, avec le nearshoring que nous connaissons. Donc, les investissements, je n'en ai pas parlé, mais c'est pas dire qu'on n'a pas énormément d'idées en investissement. Le tourisme, c'est vrai que c'est l'œuf et la poule. Est-ce qu'on va faire venir des touristes maintenant? Donc, je peux continuer sur l'investissement. Les produits financiers, les services aux affaires, la logistique. Il y a énormément de choses. On va pas réinventer la roue, mais on peut être créatif à comment rendre tout cela rentable, non pas pour les plus riches, mais pour l'ensemble de la population haïtienne. C'est pour ça que j'ai voulu parler plus tôt que, avant de parler d'investissement, en fait, très sincèrement, c'est la partie la plus facile, les investissements. Comment pouvons-nous avoir des investissements à long terme qui tiennent et dont nous sommes quand même les garants, mais aussi les propriétaires, que ne pas perdre l'ensemble de nos richesses. Et c'est là qu'on parle bien sûr de la stabilité dans la vision 2055 qui génère le plan 2042 avec M. Attali. C'est pas le plan de M. Attali, mais on dit que la stabilité est un prérequis. Et la stabilité, c'est pas la sécurité et tuer les gens et mettre une armée. Là, c'est payer les taxes. Il y a 11 sous-piliers à notre vision, si vous voulez, c'est quoi la stabilité? Parce que la stabilité, c'est pas un moment. La stabilité, c'est dans le temps. Et comment on s'octroie? C'est renforcer la société civile. Il y a 11 sous-piliers auxquels on croit très fort. C'est la gouvernance, c'est l'anticorruption, c'est beaucoup de choses qui font la stabilité. Mais ça ne suffit pas. C'est pour ça, moi, je crois que c'est plus important de parler de ça et de parler de la croissance sociale. Nous ne pouvons pas continuer à dire que nous allons investir avec des gamins qui crèvent de faim. Nous voyons dans tout pauvre. Moi, je les vois. Et je vais pas pleurer, mais ça me fait mal. Quand je vois un gamin qui est au bord d'une rivière, il y a perouse et pois rouges à la fin de l'année, tu vois. C'est splendide, mais t'as les gamins avec des ventes comme ça. On peut pas continuer comme ça. On peut pas continuer à avoir quelqu'un qui nous appelle. Moi, j'ai une propriétaire à Montrouy qui m'appelle, elle est malade. Et en fait, c'est une malaria qu'elle avait, elle manquait mourir. Mais elle a pris 3 heures avant d'arriver à Saint-Marc, que ça avait rien d'autre. On peut pas continuer comme ça. Et cette personne, quel service ça va me donner? Donc, je pense qu'il faut accepter que la croissance sociale, c'est un préalable au progrès et au long terme, à sustainability, comment on dit ça en français? Comment on dit ça, monsieur, en français? La durabilité du développement d'Haïti et aussi la garantie d'investissement à long terme. Moi, si je suis une compagnie taïwanaise ou une compagnie ghanaienne, il y en avait une d'ailleurs ici, Evergreen, que je connaissais très bien. Ils sont partis, Evergreen, they left. Il y a encore des représentants, mais ils n'ont pas pu amener le potentiel. D'ailleurs, il y a des Coréens aussi. Ils n'ont pas pu apporter je parle d'investisseurs étrangers. Moi, j'étais en face d'Evergreen à Caracol. Nous n'avons pas pu aller jusqu'au bout parce qu'il n'y avait pas de stabilité sociale, il n'y avait pas de croissance sociale, il n'y avait pas de gens en bonne santé, il n'y avait pas l'ONA qui fait son travail, il n'y avait pas l'OFATMA qui fait son travail, il n'y avait rien. Donc, de rien, qu'est-ce qu'on peut faire? Sinon, rien.
Et la preuve est qu'on est passé de 70 000 emplois à 12 000 emplois extrêmement précaires, tous consolidés dans une seule zone qui est protégée, on dirait, par les intérêts dominicains. C'est un échec patent. Il faut aborder la croissance sociale de front. Il faut changer. Il faut que nous soyons créatifs. On ne peut, excuse-moi Michel, avec tout le respect que j'ai, je pense que la sagesse, non, il faut être créatif. D'ailleurs, il faut laisser les jeunes nous pousser. Ils sont extrêmement créatifs. Il faut qu'on change nos façons de faire. Moi, j'ai tendance à dire, depuis mon réflexe haïtien de faire quelque chose, je fais l'opposé. Parce que nous avons prouvé que les mêmes formules, là, on est dans un imbroglio politique qui est typiquement haïtien, parce que les dirigeants répètent les mêmes formules qui nous ont amenés aux mêmes échecs. Donc, pour la gouvernance, pour les investissements, on peut en parler, c'est passionnant, mais c'est la partie facile. Je pense qu'il faut penser à la croissance sociale, il faut penser que nous sommes 12 millions d'Haïtiens, pas 1% ou 2% tout là-haut, nous sommes 12 millions d'Haïtiens. Comment ces 12 millions d'Haïtiens me feront moi beaucoup plus riche? Ouais, je le dis carrément, mais tout en ayant une vie décente, il faut qu'on passe d'une économie de survivants à une économie de consommateurs. Merci, M. Coles. Je passe la parole à M. Parrette. Pardon si je ne parle pas les crédits avec investissement, c'est pas des formations professionnelles comme on fait ça chaque jour. Nous n'avons pas l'autre bagarre là, mais en fait, pas rien que moi dis là, pas connecté avec investissement, avec crédit. Et je vais l'expliquer, ça me le dit pas là. Oui, mais yon connecté avec l'autre. Et yon pas vin sans l'autre. Et dans slide là, pas rester sous lui. Ou pas gain crédit ou pas gain investissement. Surtout dans le contexte que nous y est là. Parce que pour gain crédit, faut qu'on ait une base qui est capable d'absorber le risque. Il faut gagner des entreprises qui capitalisent. La question, c'est est-ce que gain comme pour faire crédit? M'bral bon nouvelle. Ou gain 4,5 milliards de dollars équivalent dépôt dans le système bancaire là. Je veux dire, on gagne 20% seulement là-dedans qui a dans le crédit. Donc, on est tout ça créé pour taka al dans le crédit. Pendant temps ça, Banque centrale a une série de programmes côté que dit nous avons un problème dans l'agriculture, pas vrai? Nous avons OK. Banque centrale a un programme côté elle dit un monde qui dans le secteur agricole ou bien qui connecte à secteur agricole. Donc on dit par exemple dans le transport produits agricoles ou dans réfrigération de produits agricoles ou dans transformation etc. ou ta ka al prêter comme à 6%. Banque centrale bail comme blanc pour ça. Banque là pas même besoin de lever des pots non, banque centrale bail comme blanc, banque là prend crédit. Mais pour qui ça banque là pas bail crédit? Parce que banque centrale dit m'a bon comme blanc à 1% ou à prêter là 6%. Pendant ce temps, l'État dit même banque ça prêter à 11%. Parce que je dis l'État a pu mettre bon du trésor. Donc pour moi avoir oui, parce que c'est nous même que c'est pour nous pour le financer tête li au détriment du secteur privé. Donc là, nous tout ça n'a dit là, c'est de ça n'a pas parlé. Nous pas capables de développer crédit, nous pas capables de développer investissement si nous pas un comportement qui est cohérent dans son ensemble. Ou qu'on bonne cop qui chita dans ONA qui chita dans pension civile. Pour moi avant, on contribue dans l'ONA, monsieur contribue dans l'ONA tout. Qui côté comme ça à le placer? Chaque 100 gouttes qui dépose 35 gouttes là-dedans, là le paye dépenses dans l'ONA. Reste 65 gouttes la majorité là-dedans là sont au dépôt la banque. Cap payer qui ça 1%, 2%, 3% pendant inflation à 20%. Ou a besoin des acteurs internationaux peut-être qui fait des financements. Bailona on garantit Dilona financer industrie locale. Dilona financer et agriculture. Gen gens pour chemin au fait mais faut que c'est une décision cohérente, une décision d'ensemble que lié c'est là ça va créer job, chaque job qu'on crée, chaque entrepreneur qu'on crée, c'est potentiel qu'on crée job. Donc faut nous avons une décision d'ensemble, il pas capable de décision ponctuelle. Il faut que tout le monde engagé, oui, il faut que secteur privé. Alors excusez-moi, là me dit secteur privé, ouais, moi je dois être sous Richard, mais on doit être qui longer sous moi tout. Nous tous ces secteurs privés. Nous-mêmes qui là comme secteur universitaire, talent chéri dit un bagage qui est important, oui, faut nous former davantage. Mais secteur privé en tout cas une responsabilité pour le former parce que faut nous former beaucoup plus pratique. Faut nous former des entrepreneurs. Moi-même moi réussi dans le secteur financier parce que pendant j'étais dans l'académique, m't'apprendre porter et sac l'argent dans la banque centrale comme stagiaire. M'apprendre plus dans ça que m'apprendre dans l'académique. Faut que le secteur privé en prenne responsabilité pour l'ouvrir pour jeunes entrepreneurs. Parce que moi, réussi parce que il y a des gens qui te donnent chance pour moi, pour me oser. Donc, tout ça fait partie de globalité. Donc, en fait, oui, me parler de crédit.
Donc, là, on a parlé de globalité, c'est tout bagaille pour nous connaître, nous pas capable de résoudre le problème, graine par graine. Si comme cap rentre qui t'a supposé le financer, l'État a capable pour le financer tête li, nous créer même, nous devons créer toutes conditions et puis nous créer même problème yo. Donc, oui, nous te répondre à la question, mais chéri, il ajoute au bas. Le financement de gagner conditionne. Actuellement, dans l'économie haïtienne, non, pas gagner des fonds qui pour infrastructure. Yo. Parce que c'est infrastructure qui permet de créer entreprise. Yo. Premièrement, infrastructure pas gain fonds. C'est pas fonds pas gain non, pas gain des normes qui pour dire comment il y a rentabiliser l'infrastructure yo, comment il y a pris, comment il y a prêté l'argent et ensuite qui gagne entre usagers yo et aussi mon cap fournir service yo. On n'a pas des infrastructures. Si vous pas d'infrastructure, vous pas gagner l'autre deuxième niveau entreprise yo. Maintenant, il y a une entreprise qui est capable de vendre au niveau international. À ce niveau-là, l'entreprise a jouer un crédit. Mais l'entreprise qui tourne vers le marché local, il faut qu'il y ait une politique commerciale pour eux. Ou bien une politique commerciale qui permet de faire une protection, ou bien une politique qui permet que, comme si ça veut dire, comme ça, rebrand le pays. Ça dit comme ça, refait une autre image pour le pays. Et sur l'autre image-là, on va le faire que l'entreprise a besoin de marché, ensuite, elle est rentable. Donc ici, il faut gagner une politique de protection, politique commerciale qui allait avec politique de crédit. Madame Aouyol? Avant de parler de politique et de toutes ces choses-là, je pense qu'il y a une chose qui est fondamentale, c'est la durée. Il faut une réflexion sur l'entrepreneuriat lui-même, sur les entrepreneurs. Et moi, ce que je dis aujourd'hui, qu'on prenne le secteur informel, qu'on prenne le secteur formel, on est dans la même absence de moyen long terme. Parce que c'est difficile pour les entreprises les plus connues de passer 2-3 générations. Pourquoi le partage égalitaire? C'est la même histoire avec les paysans qui par ailleurs n'ont pas de statut administratif ni statut légal et c'est difficile de construire les politiques autour de l'agriculture de ce fait. Mais pour ne pas citer leur nom, les Brottes, ça veut dire qu'il y a un fondateur d'une dynastie. Maintenant, à la génération suivante, la capacité de continuer à occuper un certain espace économique disparaît ou commence à se dissoudre et à la génération suivante, il n'y a plus rien. Donc maintenant, il faut que le secteur privé se pose la question, quand est-ce qu'on va passer à un statut de vraie société anonyme avec des actionnaires, notamment de la classe moyenne, donc, et notamment de l'étranger. Ça veut dire que l'investissement, c'est très bien, mais l'investissement va tomber dans quelle structure de gestion, dans quelle structure de production, et quelle est la capacité de cette structure à durer dans le temps. C'est une grosse question. Et essayez de vous rappeler tous ces noms qui ont disparu de l'économie haïtienne pendant les 40 dernières années. C'est pas seulement du fait de la conjoncture ou des politiques, c'est aussi du fait de la structure même de ces entreprises. Et ça, il faut qu'on dépasse la simple affaire familiale qui se défait génération après génération. Merci beaucoup. Alors, je dois dire que nous sommes qu'à la première question. Il est déjà 1 heure. Alors, il faudra qu'on essaie de faire un peu plus court, un peu plus vite. Monsieur Poitvin. Merci beaucoup. Je vais essayer d'être très bref parce que le temps court. Et je remercie quand même les panélistes. Je remercie Madame Aouyol aussi pour ses interventions. J'ai 2 questions directes. La première, c'est pour Richard Goltz. Et on a parlé de vision. Et j'ai vu que dans ta présentation, tu as parlé d'un manque de vision et qu'on a besoin de plans stratégiques et sur un horizon 50. Et qu'est-ce que tu as à redire du plan stratégique de développement d'Haïti qui était de 2010 à 2030? Qu'est-ce qui dans ce plan dérange? Qu'est-ce qui dans ce plan ne fonctionne pas? Qui fait que nous soyons obligés
d'aller vers un autre plan aujourd'hui, alors que celui-là n'est pas encore arrivé à échéance. Parce que normalement, ça devrait être 2030. Donc, j'aurais aimé avoir tes commentaires là-dessus, et qu'est-ce qui ne va pas, et qu'est-ce qui dérange. Ça, c'est la première question. Ma deuxième question, c'est au sujet de cette cohérence, cette cohésion dont tout le monde parle, et le dysfonctionnement de l'administration. Je pense que tout le monde en a parlé aussi. Et pourquoi le CFI ne fonctionne pas? J'aurais aimé avoir ton avis là-dessus aussi, puisque c'est une institution qui a été créée en 2005 et qui a 5 acteurs du secteur public. Ministère du Commerce avec la présidence, pour ceux qui ne savent pas. Ministère des Finances, première vice-présidence. Ministère de l'Agriculture, ministère des Terres publiques et ministère de agriculture, tourisme, ministère du tourisme, et à 5 associations patronales, dont la Chambre de commerce, qui a la 2e vice-présidence, l'ADI, l'association ATH, l'association des zones franches et une chambre régionale. Où est le problème, Richard? Moi, j'ai un problème. On parle de ça fonctionne pas, mais nous faisons partie de cette machine et malgré tout, elle ne fonctionne pas. Qu'est-ce qui me dit aujourd'hui que la machine va fonctionner demain? Je voudrais faire le point pour dire faisons marcher cette machine maintenant. Ensuite, on ira vers un avenir et un horizon plus lointain. C'est mon point. Merci. Merci, très enrichissant. Tout à fait, je suis 100% d'accord avec toi, tellement d'accord avec toi, que ce qu'on est en train de faire, vision, c'est pas que chaque individu n'a pas de vision. Je pense qu'on sait plus ou moins ce qu'il faut faire, c'est qu'on n'a jamais rassemblé. Maintenant, il faut savoir qu'on n'a pas la prétention de la première vision, le premier plan, le premier ceci, la première feuille de route. 250 études sont dans les archives, pas en Haïti, du Fonds monétaire auquel j'ai eu accès, y compris ce plan dont tu as parlé, on les a tous tirés, on fait une synthèse de tout ça. Un plan 2010-2030 à appliquer aujourd'hui, je vais être court, on a quand même eu, c'est-à-dire son impact, il faut le revoir, il faut le repenser. Même si je suis d'accord avec toi que nous avons, c'est ce que je dis d'ailleurs, nous avons énormément de matière pour bien faire, mais on n'y arrive pas. Tu as eu 7 premiers ministres, je crois. J'ai essayé de compter rapidement entre le moment où ce plan a été 2010 à maintenant. C'est presque impossible d'avoir une continuité dans ce qu'on fait. Je ne sais pas combien de présidents de la République. Donc, la question n'est pas de rejeter ce qui a été fait, ni non plus de récupérer ce qui a été fait. C'est d'essayer humblement de dire, OK, prenons une feuille de route, essayons de structurer tout ça, mais en prenant dans son ADN tous ces plans. Il n'y a pas que celui-là, hein. Il y a eu beaucoup d'études et on a trouvé. Alors, pourquoi ils ont échoué? Pourquoi on n'a pas vraiment, à part le fait de la gouvernance des changements? C'est qu'il n'y a pas de masse critique. Les gens, il y a un secteur qui fait un plan, un président, un gouvernement qui fait un plan, mais il ne va pas parler. Alors, il ne va pas parler à peuple, il ne va pas parler à Mounio, il ne va pas parler à la société civile, non. Donc, il n'y a pas une appropriation de ces plans. Nous, on n'a pas la prétention que le plan, les premières ébauches qui sont faites sont définitives. C'est un processus qui va durer encore 18 mois. Alors, Attali veut nous aider à structurer, mais Attali, c'est pas lui qui fait le plan. Je t'invite, quand tu veux, tu vas voir que tout ce dont tu vas parler est intégré, on y pense. Mais on pense qu'en octobre, on espère pouvoir se présenter à la société le premier draft, humblement. Mais après, l'idée, c'est on a un comité de pilotage extrêmement complexe qui sont beaucoup d'acteurs de la société civile, du secteur public et du secteur privé, pour ensuite aller vendre ce plan aux femmes, aux jeunes. Et on a beaucoup d'acteurs pour ça, pour revenir avec leurs réactions et les intégrer dans la version, même pas finale, dans la deuxième version, au terme de laquelle il y aura encore des discussions, il y aura une troisième version. Je ne sais pas si ce qu'on va faire va réussir. Mais ce que je pense, c'est qu'on essaie de le faire d'une façon un peu différente. Et surtout, c'est très inclusif. Tout soit dit, il faut venir travailler avec nous parce que c'est extrêmement... Il y a énormément de valeur. Pour fermer sur le CFI, tu as raison. Tu as raison. J'ai là en face de moi Laurent, Monsieur le Président de la République, qui en fait... On l'a dit, c'est un capital énorme pour nous tous. Nous sommes en train de parler d'une commission mixte. Je me demande si c'est pas une erreur, tu vois. C'est pour ça qu'il faut qu'on se parle. Il faut pas l'enlever de douette et puis un nègre fait ça et puis non, là on parle et nous tendez parce que tu as raison. On est en train de faire une grosse connerie en allant faire je pense une commission mixte. Je pense que le CFI est peut-être l'organe. En tout cas, il faut qu'on se parle, il faut qu'on se concerte et effectivement qu'on fasse marcher. J'ai toujours dit ça en fait. Ne pas réinventer la roue mais la faire tourner.
Et nous avons une roue. Bon, les gars, petit patch, petit trou, petit ceci, mais on a une roue, la faire tourner. Mais ça n'empêche qu'on peut essayer de la remplacer en même temps. Tu comprends? Donc, c'est un exercice de va-et-vient, de respect de ce qui a été fait, d'intégration de ce qui a été fait, de conscientisation qu'effectivement, nous avons des appareils, des institutions, mais toutes faibles, mais qui sont là, effectivement, pourquoi en créer d'autres? Moi, je suis 100% d'accord avec toi. Viens travailler avec nous. Anytime, monsieur. Merci beaucoup. Hein. Merci. D'accord. De la question d'Henri-Claude, on doit tirer un constat. Nous pas un problème plan. Nous pas un problème plan. Nous avons un problème exécution. Et ce n'est pas un ingénieur architecte qui parle dire le contraire. Donc, maintenant que nous avons un nouveau plan, on assure que son plan pour Haïti, on assure que le y a métrique là-dedans. Et puis, il faut que nous constater tout, que nous d'accord, que cette longue transition qui n'en finit pas, les changements politiques, chaque nouvel organe vient avec son plan de très court terme. Donc, comme nous avons opportunité, nous prenons peut-être dans l'élection. Et comme il a dit qu'il finance commande, que ceux qui financent commandent. Madame. Bonjour tout le monde. Je suis Myrla Dosner. Je suis étudiante en sciences politiques et relations internationales. Alors, je vais parler pour la jeunesse. On nous dit beaucoup à la jeunesse qu'on doit faire le premier pas, qu'on doit innover, qu'on doit être visionnaire. Je connais beaucoup de jeunes en Haïti qui sont vraiment visionnaires et qui veulent entreprendre, mais à un moment donné, ils se heurtent au manque de financement, au manque de mentorat et au manque d'accompagnement. Alors, j'aimerais savoir, selon vous, alors ma question s'adresse à tout le panel, quel rôle concret le secteur privé peut-il jouer pour transformer cette génération en créatrice d'emplois plutôt qu'en demandeuse d'emploi? J'ai une deuxième question. Depuis des décennies, les gouvernements changent, les crises se succèdent et les diagnostics restent le même. J'aimerais savoir, selon vous, quel est le problème, le vrai problème que les élites politiques et économiques haïtiennes refusent encore d'affronter. Merci. Bon, si je dois répondre à la question, donc moi, je dirais que chaque fois qu'il y a un problème, je le regarde comme un fait social. Un fait social. S'il y a un problème quelque part, c'est un fait social. On dit comme ça que le problème, par exemple, celui que M. Poitvin avait signalé, souligné, c'est un fait social. Pourquoi le CFI ne marche pas? C'est un fait social. Par exemple, le problème des jeunes, c'est un fait social. Quand il y a un fait social, on doit l'investiguer, on doit connaître pourquoi le problème se pose. Et aussi, quels sont les comportements qui sont à l'origine des pratiques et des routines qui font que ce fait se reproduit. À partir de là, si on connaît l'origine des pratiques qui imposent la reproduction du fait, donc on sait où il faut toucher pour aller corriger. Donc c'est que ici, les problèmes arrivent, par exemple ce que Madame Auriol avait souligné, par exemple le fait qu'on ne peut pas passer le capital entre deux générations. C'est un fait social. Donc il faut regarder pourquoi ce fait propose et où est-ce qu'on va, qu'est-ce qui se pose comme problème et comment on va corriger ce fait. Mais ce qu'on fait en Haïti, c'est que au lieu d'aller regarder qu'est-ce qui se passe à tel niveau, on va ajouter un nouveau projet. On ajoute un nouveau projet. Alors que les gens continuent, je dirais, avec le nouveau projet, ils continuent à appliquer les mêmes pratiques. Et les mêmes pratiques se reproduisent et donnent les mêmes effets. C'est comme ça qu'on a la coopération internationale est en train de dialoguer avec l'administration. L'administration poursuit les mêmes pratiques sans qu'il y ait aucun changement. Ok, bien. Donc, la recherche scientifique est nécessaire. Moi, c'est pourquoi là, je plaide pour qu'il y ait un financement de la recherche de manière à pouvoir expliquer pourquoi il y a des problèmes en Haïti et comment s'en sortir. Il faut mettre du temps aussi pour s'en sortir. Moi, dans le cas de la jeunesse, le problème qui se pose, si on regarde l'histoire d'Haïti sur une longue période, c'est-à-dire depuis
la conquête et l'éducation qui a été pratiquée dans les colonies et ensuite les politiques éducatives qui ont été mises en place en Haïti, c'est que la jeunesse haïtienne n'a jamais été en situation de reprendre les connaissances existantes dans la société et aussi de les améliorer. Ou bien l'université n'a jamais été en situation d'aller chercher, questionner ces connaissances-là et les améliorer pour les transmettre. De ce fait-là, on n'a pas une jeunesse mieux préparée de manière à pouvoir améliorer. C'est-à-dire que ça, la connexion devant être faite entre les anciennes générations et les générations à venir n'est pas faite en termes de transfert de connaissances et d'amélioration de connaissances. Et même quand on est vers un phénomène, c'est-à-dire quand les gens sont formés à l'étranger ou en Haïti, ils sont en train de remplacer, mais sans continuer ce qu'ils sont en train de faire. Dans ce cas-là, on n'a pas de développement économique. Le développement se fait par l'amélioration. Que l'on prenne les sociétés américaines, européennes, chinoises ou japonaises, c'est l'amélioration continue qui permet d'arriver à des connaissances plus élaborées et aussi arriver au savoir scientifique le plus élaboré. Mais si on balaye et ensuite on va chercher à l'extérieur pour apporter en Haïti, donc on n'aura pas d'amélioration. Donc il faut voir les liens de génération, des transferts de connaissances, l'amélioration des connaissances, ce sont les conditions pour avoir une jeunesse qui puisse reprendre et aussi apporter du nouveau dans la société haïtienne. Merci. Bonsoir. Avant de poser ma question à M. Lumoc, je souhaiter dire au professeur Chéri que c'est normal que la politique répare les torts. Quand on a eu une société où le paysan de l'Opino n'a pas un acte de naissance, un gouvernement sérieux doit réparer les torts. Je ne dis pas doit retirer le capital là où il est, mais ce qu'on appelle la réparation sociale, aujourd'hui, est plus qu'une nécessité. À M. Parette, j'aurais dit que Pofine doit tenir compte qu'aujourd'hui, il n'y a pas de cadastre national, il n'y a pas d'acte de naissance, donc pour aller vers le crédit, il faut commencer par donner aux paysans, aux gens des petites classes moyennes, un statut légal et administratif qui n'existe pas. À M. Cole, j'aurais dit que la société civile haïtienne est inexistante. Et quand on parle de secteur privé, il faut tenir compte de ce monsieur qui est à Belance, qui a passé 10 ans de sa vie à ramener à Port-au-Prince les produits de la mer et qui un matin s'est décapitalisé parce que des gens ont tout détruit, et son bus et son capital, tout. Maintenant, ma question pour M. Lumoc. Moi, je vais inviter secteur privé et gouvernance politique. Heureux, j'étais d'être là. Mais je vous pose la question. Quand un secteur privé a fait une intrusion dans l'État avec le gouvernement Topolino de Jean-Claude Duvalier, a liquidé les biens publics avec le CNG, quand ce même secteur privé a détruit l'État en collusion avec René Préval pour le remplacer par des ONG, et ce même secteur privé a effacé l'État des ONG pour devenir les seuls maîtres et installer la corruption comme mode de gouvernement, avec quel secteur privé peut-on bâtir ce pays? Merci. Alors, je vais donner la parole à M. Lumoc qui va répondre et poser sa question parce qu'il avait une question aussi. D'abord, des commentaires parce que je suis interpellé par ce qui a été dit avant. Et en ce qui concerne les plans à propos d'Haïti, et en ce qui concerne le CFI. Après, je reviendrai à... Alors, en passant, Michel m'a trouvé un peu idyllique dans mes propositions, n'est-ce pas? Mais en fait, au fond, il y a un profond pessimiste que j'exprime par rapport aux atouts que je vois, que le pays possède, et par opposition à ce que nous en faisons nous-mêmes. Maintenant, pourquoi est-ce que je suis interpellé par la notion des plans d'abord? Haïti est peut-être le pays le plus étudié de la région, pour ne pas dire de la planète. Des tonnes d'études. C'est peut-être le pays dans lequel aussi on planifie le plus. Moi-même, j'ai été témoin de proximité de plusieurs plans stratégiques dans l'environnement avec Esther Farrell, dans la santé, dans le tourisme. Et j'ai vu les défauts de ces plans.
parce que nous avons toujours une difficulté dans la direction stratégique du pays à passer de l'ordre stratégique à l'ordre opérationnel. Comment prendre une vision, une idée générale et la mettre en pratique dans des réponses concrètes qui satisfont aux besoins des gens. Et en vécu cela, m'a été demandé moi-même, et j'ai joué le rôle d'être responsable d'écrire 2 plans nationaux pour Haïti. Le plan national d'éducation et de formation en 1996, plus le plan stratégique en 2010. Alors, sur la base de ces limitations connues, j'étais plus loin. J'ai dit, je ne vais pas faire uniquement des plans stratégiques, je les ai accompagnés de plans opérationnels, avec des objectifs, des activités, des calendriers, des budgets, des ressources. Savez-vous quoi? Le même sort. Une fois ces plans approuvés, ben, ils dorment dans un tiroir et les directions, les responsables sont en train d'inventer des réponses ad hoc au quotidien ou prennent des mesures occasionnelles sans aucun rapport avec le plan. On en parlera à l'occasion d'un événement lors de l'inauguration d'une école, on dira dans le cadre du plan national d'éducation, mais c'est tout. Okay? Alors, ça me fait réfléchir à une remarque de Jean-Paul Sartre que je répète souvent. Jean-Paul Sartre, qui avait visité Haïti en 1942, après un séjour d'une dizaine de jours en partant, il a dit quelque chose qui a fâché beaucoup nos intellectuels. Il a dit, je comprends pourquoi ce pays a tant de problèmes et c'est un pays qui est dominé par une classe intellectuelle à mentalité magique. Une fois qu'ils ont dit quelque chose, ils pensent qu'ils l'ont fait. Et ça leur dispense de faire les gestes simples de base élémentaire pour mettre en application des grandes idées. Nous sommes forts dans les grandes idées. Alors ça, c'est ma première déception par rapport à ça. Maintenant, CFI. Je suis interpellé par le CFI parce que je suis le concepteur du CFI. Non seulement je l'ai conçu, j'ai mis 3 ans à l'étudier, à le mettre en place comme consultant, mais aussi comme un militant. Et pour la première fois dans l'histoire de ce pays, on a monté une institution avec les gens du milieu. J'ai choisi des acteurs à la DGI, la douane, le ministère des Finances et le ministère du Commerce. Et puis on a été faire le tour de la région, Salvador, et puis Dominicaine, etc. Et puis ces gens nous ont dit à chaque fois, mais pourquoi vous venez nous voir? Nous avons appris de vous. C'est Haïti nous a donné la voie sur la promotion de l'investissement. Maintenant, la demande était que j'aide le gouvernement à mettre en place un centre de promotion des investissements. Au regard de tout ça, je me suis dit, mais qu'est-ce que vous avez à promouvoir? J'ai parlé de l'État tout à l'heure et de sa culture d'opposition par rapport au secteur privé, de sa culture de méfiance par rapport à l'investisseur. L'État n'aime pas l'investisseur. L'État pense que vous êtes un voleur potentiel et met déjà une série de barrages sur votre cheminement pour vous empêcher de réussir, de voler plus. Donc, et ensuite cela, j'ai dit, on ne va pas monter un centre de promotion parce qu'on n'a rien à promouvoir. On va monter un centre de facilitation des investissements. Qu'est-ce qu'on va faire? On va entrer dans l'administration publique, on va déboulonner. C'est à ce moment-là qu'on a un exemple. Il fallait à ce moment-là à peu près 6 mois, 1 an pour monter une société anonyme. En splinant les procédures, on a pu faire ça en 6 jours. Le Chili fait en 2 heures pour monter une société. Okay? Alors, deuxième choix est audacieux. Pour la première fois dans l'histoire d'Haïti, pour monter une organisation publique, le CFI est un organe public décentralisé, on a construit un board, un conseil d'administration avec 50% de participation du secteur privé. Chambre de commerce, ADI, etc. 50% du conseil d'administration est composé du secteur privé. Et puis qu'est-ce qu'on constate, ce que tu dis là? Alors, j'ai une peine à voir ça comme une vision admirable, un plan stratégique admirable dans la réalité se décompose parce qu'on n'a pas, à mon avis, ce qui nous interpelle le plus, le sens de la redevabilité. Personne n'a qui rende compte de ça. Un deuxième exemple que je dois mentionner qui m'interpelle aussi, par rapport au cas du CFI, allons prendre le cas de Haïti Tech. Haïti Tech, c'est un centre de formation technique basé au parc industriel. Il a été monté avec un financement de American Airlines qui, pendant l'embargo, avait toutes les taxes et étaient gardées dans un escrow account. À un moment donné, on s'est dit, mais quoi faire de cet argent? Je suis allé voir des gens comme Ralph Auguste et Marie Bennett. Et ensemble, on a dit, bon, on va monter un centre de formation technique dans le parc industriel. Qu'est-ce qu'on a fait? On a fait un montage avec American Airlines.
Miami Herald, Saint Thomas University, et Miami Dade College, et puis 5 chambres de commerce haïtiennes. ADI, chambre de commerce haïtienne, chambre de commerce haïtienne, etc. Je dis, parce que le meilleur montage qu'on pouvait faire avec un binôme américain-haïtien pour monter un centre technique de bon niveau basé au parc industriel. Savez-vous ce qui s'est passé? 3, 4, 5 ans après, ou laissez aux oubliettes. Personne n'en parle. Maintenant, Haïti Tech est un centre abandonné. Il est même plus en mesure de répondre aux besoins du parc industriel dans lequel il est logé. Donc, on a vraiment un problème, n'est-ce pas, entre la pensée stratégique et la pratique. Qu'est-ce qu'on fait quand on a mis en place ces bonnes idées? C'est pour ça que je pense un plan de plus ne va rien régler. Il faut faire les choses simples de base. Il faut que les gens qui sont dans l'État fassent le travail, qu'ils aient au bureau, qu'ils aient une mission, qu'ils soient supervisés, évalués, sanctionnés, et ceci à tous les niveaux. C'est des choses élémentaires à faire. Maintenant, la question que j'ai posée, c'était quoi déjà? Tu m'as interpellé concernant... Alors, une anecdote pour répondre à ça. L'expérience de Quisqueya. Au moment du montage, moi je suis rentré à Quisqueya, pas comme scolaire, pas comme universitaire, mais comme consultant du secteur privé. Et je suis par la porte du secteur privé, et il nous a fallu 14 mois de négociations difficiles entre un groupe d'hommes d'affaires mené par Ralph Auguste et un groupe d'académiciens mené par Jacques-Édouard Alexis. Moi, j'étais le consultant, le second de Ralph Auguste. 14 mois de difficultés de négociation pour se comprendre, se parler et accepter de faire quelque chose ensemble. À un moment donné, Jacques-Édouard, qui était dans un groupe de 7 professeurs d'université, la majorité d'entre eux disaient, mais qu'est-ce que vous avez à faire avec ce secteur privé? Il n'y a rien à faire. Nous étions en 92, au moment même où ce sénateur américain vous qualifiait de morally repugnant élite. Élite moralement répugnante. C'est ce qualificatif qu'on vous donnait. Ben, on dit à chaque domaine, comment pensez-vous pouvoir construire quelque chose de bon avec ce secteur privé-là? Ces gens-là sont des bons à rien, on n'a rien à construire. Jacques a dit, mais c'est ce que nous avons. C'est la patte dont nous avons, il faut travailler avec eux. Et l'expérience de Quisqueya montre, on a pu transcender tout ce qu'on avait comme clivage, comme difficulté, on a construit quelque chose de durable et de solide. Et donc, c'est ce que vous avez. Il faut construire avec. Et que chacun va apprendre de l'autre, mais avec une exigence, et avec une exigence première, un État responsable. Quand je disais tout à l'heure, ceux qui ont fait le plus de mal au pays, c'est pas le secteur privé. C'est vous qui êtes dans l'État. C'est les ministres, les chefs d'État, les directeurs généraux. C'est vous qui avez dépouillé l'État et l'a mis en situation pareille. Ce n'est pas le secteur privé. Je remercie l'Université Quisqueya. Je salue le public et je remercie M. Duval qui me permet de prendre la parole. Et enfin, salue les intervenants qui ont pris la parole. Je vous ai écouté avec beaucoup d'intérêt et ce que vous dites me conforte dans une idée que je me fais d'Haïti de plus en plus. J'ai l'impression que nous en sommes encore au 2 janvier 1804, c'est-à-dire une société d'ancien régime. Une société qui a du mal à comprendre que AKO, c'est l'incarnation d'une certaine classe moyenne. Et que la question de l'émergence de la classe moyenne ne se pose pas à partir d'aujourd'hui. C'est aussi une société qui a du mal à se demander qu'est-ce que les gens qui n'ont jamais proposé de plan, si jamais ils arrivaient à vous en proposer, qu'est-ce que vous, qui n'arrêtez pas de lui en proposer, qu'est-ce que vous diriez de ça? Merci. AKO certainement était une velléité d'émergence d'une classe moyenne. Edmond Paul, Boyer Bazelet et Anténor Firmin, plus tard, ont été des éléments de réponse d'une tentative d'élite qui s'est voulue responsable et qui elle-même a été rattrapée par un populisme. Donc je crois que si on essaie de trouver les responsables et qu'on ne se rend pas compte que tout le monde fait partie du problème et tout le monde de la solution, effectivement, on va revenir avant 1804. Récemment, j'étais à une interview, je disais qu'on doit oublier ou bien ne pas rester ancré dans les souvenirs de Papa Dessalines, Moun Kouri derrière.
Mais qui ça me voulait dire là? Oui, on doit être fiers de notre passé. Mais c'est nous qui sommes là maintenant qui avons seulement la capacité de sauver le Haïti de demain. Et donc là, tout ça qui est passé déjà, en bien ou en mal. Et je suis à peu près certain, à mon âge, je ne verrai pas la plus belle Haïti, mais je suis certain que si on commence bien aujourd'hui, nous pouvons faire partie de ceux qui changent. Maintenant, ce sur quoi nous devons être d'accord, les mêmes recettes vont créer les mêmes problèmes. Dans cette même interview qui m'a valu beaucoup de commentaires sur les réseaux sociaux, j'ai dit qu'Haïti n'a pas besoin de progrès. Parce que côté nous, ce qu'on a montré comme capacité, même si on le fait progresser, ne va pas nous amener bien loin. On a besoin de transformation. On a besoin de transformation dans les mentalités, dans les comportements, dans les engagements. Donc, très heureux d'entendre des velléités de transformation. Et ça doit se faire partout. Et il est clair que nous avons aussi besoin de stabilité. Nous avons un personnel politique qui effectivement n'est accountable devant personne, qui n'a aucune obligation, même pas la perspective d'une sanction par les urnes pour se sentir une responsabilité d'agir. Évidemment, oui, il y a une accaparation, vous avez raison, il y a une accaparation de l'État. Tout comme il y a une accaparation de la machine publique par des mains populistes, etc. Donc, faisons tous partie du problème et de la solution. Mais on constate le cournier et allons être conscients que seuls nous qui sommes là, seule notre génération peut agir sur le futur. On doit apprendre du passé, on doit apprendre de nos travers, de nos écueils et agir vite parce que le timing bomb continue à avancer. Ce qu'on disait il y a 10 ans, 15 ans n'a fait que s'empirer. Donc, c'est l'élément de réponse. Je ne sais pas si Michel veut élaborer davantage. Attendez. Je crois qu'on sous-estime beaucoup les Haïtiens. On n'est pas au lendemain du 1er janvier 1804. On a construit un pays quand même. Tout le 19e siècle, la construction progressive, le système institutionnel, toutes les institutions. On a créé une paysannerie parce qu'on a transformé un demi-million d'esclaves en paysans. C'était pas acquis d'avance. Donc, je pense, je vais dire quelque chose de très polémique, mais justement, des gens comme Akao étaient plutôt anti-institution que on les présente comme des héros de la revendication de toutes sortes de choses, mais parallèlement, on a quand même construit une administration avec tous ses défauts. Et c'est pas Thomas Jefferson qui a fait l'indépendance. C'était des gens qui avaient été esclaves, qui avaient été affranchis, qui étaient très peu passés à l'école, et ils ont fait ce qu'ils ont pu. Donc, je pense que le problème que nous vivons aujourd'hui, c'est un problème de la capacité de répondre aux besoins de 12 millions d'habitants. Haïti a pu fonctionner plus ou moins avec une population donnée, mais à partir du début du XXe siècle, la seule réponse qu'on pouvait apporter, c'était l'immigration. Aujourd'hui, ces portes sont fermées. Donc, on doit réinventer quelque chose comme les autres avaient inventé quelque chose en 1804. Donc, on essaye d'apporter notre contribution aujourd'hui et pas de chercher des poux aux gens qui ont fait ce qu'ils ont pu au 19e siècle. Merci. Non, il y a d'autres personnes derrière vous. Bonjour tout le monde. Moi, c'est Jean-Gardy Charles, étudiant en sciences politiques à l'Université Quisqueya. Et je vous dis, c'est un plaisir pour moi ensemble avec nous. Donc, moi, je veux remercier chaque monde qui fait déplacement pour là aujourd'hui un travail collectif ça. Moi-même, peut-être pour exemple, moi couru plus que 4 fois dans le pays pendant mes étudiants, alors était non cas et courir quitter là de l'autre côté, parents m'obligent de quitter le pays, c'est seulement moi-même qui là dans la famille. Et je dis, je suis content on a réfléchi question investissement, question économie, mais ma PC regarder état pays là. Personne pas qu'à marcher là-dedans, nous pas qu'à là pour là, tout le monde peut
jeunes garçons ap chauve même gens ensemble avec parce que yo stressé et nous avons pas de jeunes sur TikTok qui obligé dans vie influence jodi a exemple en clair nous gen ti créole qui nan men des CPJ a fouillé là pour qu'on qui ça t'a réglé et rive journal jeune qui a fait résistance en Haïti jodi a c'est pas un bagay qui facile devant j'ai en pile nan nous pays a plongé et jodi a nous continuons à parler de investissement alors que priorité a l'État doit sécurité pour nous connaître comment nous va l'ouvrir pays a avant d'arriver dans tout ça n'a parlé là yo mais c'est pas ça qu'a parlé jodi a là question maintenant c'est face à l'insécurité grandissante aux limites de l'action publique et à l'attitude parfois attentiste du secteur privé, comment l'État et les acteurs économiques peuvent-ils transformer les opportunités et les possibilités de développement en actions concrètes, conformément aux objectifs de développement durable? Ma cité et némoin qui là, M. Poitvien, qui remet fait des formations et dans formation toujours adressé à secteur privé pour le dire. La question, s'il vous plaît, la question. Nous souhaitons poser question. Hein? Ah, mais ok, merci, on va répondre parce qu'il y a beaucoup d'autres questions. Merci beaucoup. Excusez-moi. Qui est-ce qui répond? Opportunité, qui ça l'État fait pour opportunité? Bon. Moi, bon, si me font historique, c'est que question ça a adressé depuis très longtemps, il n'y a pas adressé. Il n'y a pas adressé. Comme on disait à l'heure là, question il va adressée en Haïti, mais il n'y a pas approfondi. L'on question adressée, il faut l'approfondir. Parce que il y a pile monde qui écrit sur possibilité de crise, sur Cavini. Mais toute question ça, dans la société, dans n'importe quelle société, bon. En Haïti, son cas particulier, qu'on a parlé sur lui, ben peut-être le cas, baguette pour ça. N'importe quelle société dépend d'une réflexion faite et où je des gens qui placés pour dire est-ce que la réflexion ça bon pour la société, est-ce qu'elle est mauvais pour la société. Si le bon, comment le cas approfondi. En Haïti, nous pas gagné ça. Nous pas gagné, nous pas gagné comme si des institutions, des établissements d'enseignement avec des professeurs qui prennent réflexion yo, calculer devant étudiants yo, qui des étudiants comme ça, mais ça on monde penser sur Haïti, est-ce que ça le dit à valable? Est-ce que ça le dit à est-ce que ça sont bien ou bien sont mal pour Haïti? Pas rien bagaille ça yo. Qui fait que ça on sait des bagailles cap continuer fait parce que nous pourquoi jamais identifier pourquoi ça a été fait et qui est-ce qui a fait yo dans sous qui forme il a fait yo. Donc pour moi même le problème haïtien, il y a un problème au niveau de la connaissance. Parce que c'est un pays colonisé qui a un problème. Souvent, ces connaissances pays colonisateurs ont enseigné dans le pays. Qui fait toute réalité du pays, tout produit pays, nous quitter aux deux côtés, nous pas étudier, nous pas faire science avec eux pour nous faire le pays avancer. Et jusqu'à ce jour, en Haïti, nous pas faire science avec ça que nous gagnons. Que l'on prenne le secteur culturel, que nous prenne l'agriculture, que nous prenne transformation agriculture, que nous prenne l'infrastructure, nous pas faire connaissance suffisante avec eux pour nous capables de gagner entreprise, pour nous capables de gagner opportunité sur eux. Ensuite, le bagage qui vient tout, c'est que l'administration accapare connaissance. Ça signifie que ce n'est pas dirigeant qui parle directement avec citoyens pour être politique qui parle faire. Ou je viens des cadres de l'administration qui parlent avec bailleurs de fonds pour politique sur Haïti. Et le combat comme ça qui fait, c'est laisse qu'on a pays à gérer, pays à une crise sociale. Parce que citoyens ont des idées qui ne sont pas jamais appliquées, et ensuite, les citoyens sont exclus, pas aucune réponse pour poser problème, et pour poser problème devant l'État, pour l'État résoudre le problème. L'État ici n'a pas résoudre le problème. C'est-à-dire, le problème ne va pas accumuler, et une population qui va accumuler, qui est exclue, qui va accumuler, qui va créer des problèmes pour la société, que pas de monde qui répond à lui-même. Pour répondre à problème ça, c'est des politiques. Bon, comme M. Coll dit, c'est politique sociale. C'est comment on va gérer social là. C'est comment on va faire compromis politique. Question ça, nous pas résoudre, nous va répondre comme ça. Ensuite, nous va avoir importance à réflexion, à dire réflexion pour la société, nous va réflexion sur la société. Donc, tout à l'heure, la gomme qui dit comme ça, par exemple, me parler de réparation des torts. Pourquoi ça me réparation des torts? Je suis content que tu me reprendre. Pourquoi ça me parle de réparation des torts? C'est que les politiques de réparation des torts qui fait, on va chercher qui est qui pas de gagner, qui est pour bail, au fur et à mesure, nous développons l'autre système politique. Côté nous chercher que moi-même pas là-dedans, faut me là-dedans, il faut me une PAM. Ou pas créer bien collectif encore.
C'est le problème, c'est le bien collectif en Haïti ou pas qu'après gain pour le collectif encore. Ça dit comme ça, gouvernement qui est là, comme si, par ça qu'a bien collectif là, il pas ici mettre en place pour ouvrir opportunité pour toute population. Hein. Merci beaucoup, madame. Bonjour tout le monde, je suis Linda Turnier, entrepreneur, et je salue Monsieur Duval, Madame Auriol, tous les autres intervenants et toute la salle. Ma question s'adresse à Madame Auriol. Vous avez dit dans votre présentation que en Haïti, on n'arrive pas à faire part des associations. Et même quand on les a, ce ne sont pas des associations qui sont, qui sont très agressives ou qui arrivent à mener et à aider leur secteur. Ma question, pourquoi en Haïti, nous n'arrivons pas à nous mettre ensemble? Pourquoi, à tous les niveaux, élite, classe moyenne, classe pauvre, paysanne, on n'arrive pas à faire une tête ensemble, à appliquer la formule « l'union fait la force ». Et je voulais savoir pourquoi, en tant que sociologue, et qu'est-ce qu'il faut pour y remédier. Parce que j'aurais bien aimé voir un Lawrence d'Arabie qui arrive qui a pu gagner, se battre contre les Turcs, aider les Arabes à se mettre ensemble pour gagner contre les Turcs. J'aurais aimé savoir ce que nous pouvons faire pour avoir tout le monde réuni dans un seul panier. Parce que nous sommes sur un seul bateau. Que nous soyons pauvres, riches ou moins riches, nous sommes sur un seul bateau. Et le bateau est en train de couler. Ma question pour vous. Là, il faudrait vraiment beaucoup de temps pour répondre à cette question. Mais je pense que pour faire très court, on est dans une société endogamique. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'autres liens en réalité que les liens créés au sein de la famille. Donc, il n'y a pas de solidarité qui va plus loin que la famille. Et comment dire, la référence la plus simple à donner en la matière, c'est le vaudou. Ça veut dire que c'est pas, contrairement à ce qu'on a voulu en faire ces dernières années, le vaudou est une religion familiale. C'est comme dans la Rome antique, c'est un culte, comment dire, qui honore les ancêtres. Donc, on est cousins, on descend du même ancêtre, on se réunit chaque fin d'année, chaque début d'année pour rendre hommage à cet ancêtre-là. On sert tous le même loi. C'est pas les grands, les legba, etc. Mais dans chaque petit confort, il y a le loi de la famille. Donc, il n'y a pas de solidarité qui va au-delà de la famille. Donc, il faut avoir conscience de ça. Donc, lorsqu'on parle tout le temps d'union fait la force, etc., on reprend juste la devise de la Belgique. On sait que on n'est pas en réalité dans cette façon de fonctionner. Donc, il faut juste le savoir. Et c'est pour ça que les partis politiques ne tiennent pas non plus. Ça veut dire qu'on demande à la personne de faire un effort pour sortir de la structure sociale qui est vraiment l'ossature de ce pays. Donc, c'est un très, très long processus pour sortir de ça. L'économie peut aider à ça. Ça veut dire que les partis politiques sont nés ailleurs. Pourquoi? Parce qu'il y a eu l'exode rural, que les gens ont été séparés de leur fonctionnement familial, qu'ils sont partis en ville. Et à ce moment-là, on a trouvé d'autres formes de solidarité, les syndicats, les partis politiques, etc. Il est temps d'arrêter de copier des choses qui ne correspondent pas à notre société. Donc, il faut juste avoir conscience de ça et savoir que c'est un long cheminement qui va passer par l'éducation, qui va passer par l'économie, qui va passer par une vraie urbanisation et que c'est pas du jour au lendemain qu'on va se retrouver tous solidaires. C'est pas...
Il nous reste 3 questions. Monsieur, madame et madame en noir de l'autre côté. Merci. 3 questions. Alors, je réponds au nom de Jean-Samuel Vincent. Je suis dans l'enseignement supérieur. Je profite de l'occasion pour saluer les intervenants. Et j'ai un problème quand je vois que des personnes bien intentionnées, des personnes formées, des personnes qui sont avisées de la situation des problèmes du pays. On parle de plans, on parle de, par exemple, M. Richard Coates a parlé de 250 plans auxquels il a eu accès au Fonds monétaire. Bon, études sur Haïti. On discute, on propose, on dirait qu'il y a quelque chose où ça bloque. On a un problème pour faire atterrir. On a discuté, on a dit voici ce qui est prometteur, voici ce qui peut marcher. Et puis, on a l'impression qu'il y a quelque chose qui bloque quelque part. On n'arrive pas à prendre contact avec les acteurs clés pour faire marcher les choses. Il faut proposer, mais il faut aussi implémenter. Moi, c'est le côté implémentation qui m'intéresse. Nous avons discuté, nous avons parlé. Maintenant, que faire? Que faire pour qu'on arrive à la concrétisation de ce qui est proposé? Merci. D'accord. On prend une autre question, ensuite on prendra la réponse. Madame. Bonjour tout le monde. Félicitations à tous les membres du panel. Félicitations à Kiskeya surtout pour nous avoir donné cette opportunité de chita parler entre Haïtiens parce que effectivement c'est un long chemin et nous sommes dans un cheminement dont nous devons avoir véritablement conscience. Je voudrais souligner 2 choses. Tout d'abord, la culture de l'oralité qui est à côté de la culture de l'écrit et de la lecture. En fait, sommes-nous 2 sociétés, Madame Auriol, qui se côtoient et qui évoluent à son rythme? Et comment faire interpénétrer ces 2 sociétés? Et donc, dans le sens où M. Chéry avait fait sa présentation, justement, moi, je n'irais pas jusqu'à dire que nous n'avons pas de connaissances. Non, au contraire. Moi, j'ai fait des expériences qui m'ont interloqué parce que ne serait-ce que le Parc national historique Citadelle sans souci Ramier, quand je me suis penchée sur sa gestion pour doter le parc d'un plan de gestion, je me suis retrouvée avec pas moins de 200 études disponibles et tout à fait valides, tout à fait valables et valides, que l'on n'a jamais appliquées, on ne s'est jamais doté des ressources humaines, techniques et des moyens financiers pour le faire. Ne serait-ce que le Parc national historique Citadelle sans souci Ramier, 25 km². D'accord? Et que c'est valable pour l'ensemble du territoire haïtien. Effectivement, nous n'avons pas un problème de plan. Il y a un refus systématique, il me semble, de s'approprier des connaissances produites des 2 côtés, tant du secteur privé que du secteur public, et ce, à tous les niveaux, et systématiquement. On invente, effectivement, nous sommes dans l'invention, dans le magique et autres, ou bien dans le freestyle tout court. Donc ça ne peut pas clairement donner du développement, encore moins durable. Donc d'abord, la question de l'oralité. Comment transformer éventuellement ce prochain plan en quelque chose qui sera appropriable par tous. Parce que c'est pas parce que les gens savent lire qu'ils vont lire. Donc, effectivement, avec les réseaux sociaux, tout ce qui est audiovisuel, ça passe, mais est-ce qu'on peut rentrer dans le fond des choses avec l'audiovisuel? Ça, c'est le deuxième aspect. Et comment, justement, non, ça, c'est toujours la première partie, désolé. Deuxième partie, c'est comment territorialiser, en fait, ce plan. Parce que tout ce qu'on dit là, on est effectivement dans les grandes généralités et des grandes velléités. Nous voulons tous une nouvelle Haïti, oui. Mais effectivement, comme a dit Mme Auriol, le diable se cache dans les détails. Parce que quand je pense que, par exemple, le SIAT, sous la gouverne de Mme Auriol, a produit un plan d'aménagement pour le nord-nord-est, sachant que post-séisme, on a dit qu'il fallait basculer certains investissements
plutôt dans les pôles de développement et rééquilibrer le territoire national et autres, eh bien, elles se sont penchées sur ce territoire nord-nord-est qui allait accueillir l'université campus Henri-Christophe de Limonade, le parc industriel de Caracol et tant d'autres investissements qui étaient prévus, notamment les bananeraies et tout ça. D'accord? Donc maintenant, allez voir ce territoire nord-nord-est et vous allez vous rendre compte que tout ce qui est écrit dans le plan, c'est le contraire qu'on a fait. Donc quand on fait un plan, c'est pour remettre à qui et comment est-ce qu'on met des balises pour que ça soit effectivement appliqué, comment la société, comment le secteur privé va accepter lui aussi de respecter ce plan. Même si c'est un plan qui est sorti du secteur public, le secteur privé a effectivement été consulté. Il y a eu moult ateliers et autres. Mais on va quand même faire un parc industriel pour concurrencer le parc industriel de Caracol dans la plaine, malgré qu'on ait fait un zoning et on fait systématiquement le contraire. Donc, c'est pas, je sais pas si ça peut susciter plus de réponses. C'est pas une question directe, mais je pense qu'on doit prendre conscience de ça et approfondir en fait nos efforts en ce sens. D'accord, merci beaucoup. Alors, très rapidement. Donc, c'est Jacques Norcius Jean, moi je suis professeur à l'université. Alors, j'ai deux grandes questions. C'est que quand on parle de secteur privé, ordinairement, on parle de création de richesses, on parle de création d'emplois, on parle de croissance, etc. Quand on parle d'investissement, pour qu'il y ait investissement, il faut qu'il y ait de la formation. Et la formation entraîne systématiquement, comme entrepreneur, par exemple, pour M. Coles, les responsabilités sociales, les responsabilités environnementales, le respect des clauses sociales, c'est l'un des aspects fondamentaux. Il y a toujours un climat de méfiance en Haïti parce que les entrepreneurs haïtiens, le secteur privé, ne respectent pas généralement les clauses sociales. C'est ce qui fait, il y a vraiment toujours ce problème-là, ce problème de respect des clauses sociales. En Haïti même, on peut parler d'une non-application des clauses sociales. Même par respect, non-application. On parle des clauses sociales. Maintenant, au niveau des élections, bon, il va y avoir des élections. Pour faire des investissements durables, il faut qu'il y ait un partenariat public-privé pour les infrastructures. C'est normal. Ces partenariats public-privé qui peuvent nous aboutir, nous mener à vraiment à des infrastructures valables, solides. Mais maintenant, c'est comment arriver, quelles sont les dispositions à mettre en œuvre, comment va-t-on innover? Voilà, parce que automatiquement, quand on parle de secteur privé, on parle d'investissement, il faudrait innover. Maintenant, quelles sont les innovations à mettre en place pour arriver à appliquer les clauses sociales, arriver à intégrer, à faire cette cohésion, cette articulation entre le secteur public et le secteur privé, pour que ça marche. Parce que l'État va défendre ses intérêts. On va prendre des dispositions. Il y a des choses qu'on ne va pas respecter, comme M. Parrette l'avait dit tout à l'heure. Parallèlement, dans le secteur privé, on défend des intérêts particuliers également. Mais maintenant, c'est comment innover pour arriver à cette cohésion, pour faire avancer le pays. Parce que dans le contexte où nous sommes, eh bien, c'est un pays qui risque de disparaître. Voilà. Merci beaucoup. La dernière question, Madame Moufon.
Bonjour à tous, je m'appelle Valentie Jérôme, je suis étudiante en administration des affaires. Par rapport à ce que j'ai entendu, j'ai pu comprendre que l'une des choses qui freine l'action du secteur privé, ce sont les défaillances de l'action publique. Maintenant, j'ai une première question qui s'adresse à Monsieur Cole, qui a intervenu sur la responsabilité du secteur privé. J'aimerais savoir, est-ce que ceci ne représente pas une opportunité d'innovation pour le secteur privé, parce que les défaillances de l'action publique ne datent pas d'aujourd'hui. Donc, est-ce que ce n'est pas une opportunité pour le secteur privé d'innover, de venir avec de nouveaux mécanismes de manière à inscrire leur action dans la durabilité? Ma deuxième question s'adresse à Monsieur Parrett, qui a parlé d'inclusion. Alors, nous savons que le secteur informel en Haïti pèse beaucoup sur le PIB. Je ne vais pas citer de statistiques pour ne pas dire de bêtises, mais quelque part, le secteur informel pèse vraiment sur le PIB haïtien. Maintenant, quelle action ou encore quel dispositif que le secteur privé met sur pied pour ramener le secteur informel vers les 2% que vous avez parlé tout à l'heure, ce réceptacle, lorsque vous parlez de la classe moyenne. Donc, comment ramener ce secteur informel vers cette classe moyenne? Et est-ce que vous pouvez dire que le secteur privé aujourd'hui est favorable à l'émergence justement de cette classe moyenne? Allez-y, on va répondre et aussi conclure parce que là, il est quasiment 2 heures. On aurait dû s'arrêter à 1 heure. Alors, vous répondez aux différentes questions et vous concluez également. Merci. Rapidement, je pense que nous avons un problème plan. De dire comme ça, comme nous n'avons pas un problème plan, la preuve, 250 plans, jamais de succès, c'est que le prochain plan doit prendre en compte tous les paramètres qui font qu'on n'a jamais pu exécuter les plans précédents. Quand on fait une feuille de route sur 30 ans, c'est un rêve, c'est une projection d'une société et en fait, on ne peut pas l'atterrir. Le plan que nous sommes en train de développer avec Atali est sur 15 ans, pas sur les 30 ans. Et c'est un plan d'action. C'est très différent des plans de développement qui restent très théoriques. C'est un plan d'action. On aura en fait à peu près 300 actions avec des sous-actions à prendre dans le secteur de la justice, de l'investissement, etc., etc. Des choses très fongibles, très concrètes, qui ont fait preuve de succès dans d'autres pays. Je pense que pour répondre à mademoiselle et un petit peu aussi à monsieur, le secteur privé n'a pas toutes les vertus. Il peut être vertueux, mais il n'a pas toutes les vertus. Et il a une dynamique, en fait, qui logiquement doit être porteuse de développement. Malheureusement, les malpratices, les mauvaises pratiques endémiques, je dirais, présentes dans le secteur privé, font qu'on ne contribue pas comme on devrait contribuer. Maintenant, à répondre mais je pense qu'il y a une grande remise en question. Les choses changent profondément et nous sommes en train de voir l'émergence du secteur privé très différent et je pense qu'il faut l'accepter. Une fois qu'on l'aura passé un petit peu, qu'on aura compris ça, je pense qu'on parlera différemment du secteur privé. C'est un autre secteur privé aujourd'hui. Et puis, pour ce qui est de la classe moyenne, mais bien sûr on a besoin de l'émergence de la classe moyenne. C'est une classe consommatrice qui elle-même va enrichir le secteur privé, va s'enrichir elle-même. Et quant à l'assiette fiscale, on ne peut pas nous tirer les gens dans une assiette fiscale. Là, l'État régulateur doit aussi faire un travail de faciliter le secteur formel et de formaliser le secteur informel pour agrandir cette assiette fiscale. J'insiste quand même. Robert a parlé de l'émergence d'une classe moyenne. En fait, c'est un objectif et c'est très bien dit. Le plan de Robert est heureusement qu'on a un plan comme ça. Et je pense que quand on s'est parlé il y a une semaine ou deux, je ne sais plus, Robert et moi, je me suis dit merde, mes amis. Tout ça est en mouvement. Nous, on est en train de parler, n'a pas l'expert Atali à droite à gauche, et nous n'avions pas pris ça. On l'avait pris, bien sûr, la croissance, l'émergence d'une classe moyenne, mais ce n'était pas un objectif. Donc, c'est un processus, un plan aujourd'hui, le plan qu'on a humblement, très sincèrement, c'est pas un plan du secteur privé, c'est un plan peut-être qui a été initié par un secteur privé, mais c'est un plan très largement national où il y a énormément de consultations, et Robert en est la preuve. Je pense que cet objectif d'une classe moyenne est en fait peut-être l'arête
l'épine dorsale de n'importe quel plan de développement en Haïti. Donc voilà, donc il y a une vision qui se veut être en fait une énumération d'idées stratégiques dans 30 ans, d'un rêve d'une société nouvelle, peut-être différente plus tard. Et puis les moyens, l'innovation, je réponds à deux personnes qui ont parlé d'innovation, nous sommes déjà, nous, en pleine innovation, le secteur privé, c'est sa nature même. On a les outils les plus sophistiqués, on travaille avec l'intelligence artificielle, on travaille avec la technologie, je ne dis pas qu'il y a que des vertus à ça, que des qualités à ça, c'est un autre débat. Et je pense que pour la gouvernance, c'est la même chose. Une fois qu'on aura qu'on aura volontairement intégré certains outils aujourd'hui, on verra une dynamique entre le secteur privé et le secteur public beaucoup plus objectif, beaucoup plus basé sur des faits, basé sur des lois, basé sur des règles, peut-être plus tellement d'aparté et la chimie des êtres humains qui va peut-être manquer. C'est un autre débat. Donc voilà, je pense que je comprends quand on dit qu'il y a un problème plan, mais on n'a toujours pas élaboré ce plan basé sur une vision de long terme où on se dit, OK, quels sont les problèmes fondamentaux de nos sociétés qui font que les 250 plans et études n'ont jamais atterri. Ça fait partie aussi de notre plan. Et ensuite, on se dit, on reste pas théorique, on fait un plan d'action avec des gens qui ont déjà fait ça, qui ont déjà montré le succès et avec, bien sûr, les compétences haïtiennes. Alors, il y a eu beaucoup de questions, mais je vais m'attarder peut-être sur celles qui me sont directement destinées. Est-ce que le secteur privé est prêt à formaliser? Qu'est-ce qu'il va faire? Je crois que la réponse est dans la question. En formalisant, on crée un secteur privé formel qui est plus large. Donc, on parle d'inclusion. J'aime raconter cette histoire qui, pour moi, est révélatrice de tout ce que nous avons la capacité de faire. Mon expérience en Jamaïque, où un chauffeur de taxi me prend à l'aéroport, m'amène à New Kingston et me montre diverses entreprises, cimenteries, le port, etc. et m'explique combien d'emplois ont été créés, combien d'argent a été investi, etc. Et je dis à ce monsieur, in my country, taxi drivers are not in love with private sector. Je ne comprenais pas qu'un chauffeur de taxi soit aussi intéressé, concerné par des questions du secteur privé. Et ce monsieur m'a regardé avec une fierté que je revois encore en me disant, Sir, I'm a member of the private sector. I invested in these companies in the Jamaica Stock Exchange. Donc, la politique du gouvernement jamaïcain, et c'est une politique. Alors, voilà, quand on parle de décision, de comment on veut changer les paradigmes, le gouvernement jamaïcain a une politique dont l'objectif est de faire que chaque Jamaïcain possède au moins une action d'une entreprise jamaïcaine. Bien leur en a pris. Quand ils ont privatisé, et monsieur, ils ont privatisé avec des centaines de milliers de Jamaïcains l'autoroute qui relie Kingston à Montego Bay. Il faut $140 jamaïcains pour avoir $1 américain. Les actions se sont vendues à $1 jamaïcain. Ils ont levé $100 millions pour privatiser la route Kingston-Montego Bay, $100 millions qui ont été réinvestis dans d'autres activités sociales ou autres. L'État haïtien pourrait privatiser la NATCOM ou ses participations dans la NATCOM, par exemple. Donc, il y a des pistes, il y a des choses que nous pouvons faire et nous pourrions avoir, autant que vous, des ressources qui sont remobilisées au lieu de laisser les ressources de l'ONA ou de la pension civile végéter ou perdre forcément de la valeur, faire d'une partie plus grande de la société des acteurs du secteur privé et par voie de conséquence des acteurs de ce que vous appelez le secteur privé, mais en fait, je crois qu'on aura bien compris que le secteur privé est pluriel, mais allons dire des entreprises importantes qui ont la capacité d'avoir accès à l'épargne nationale, des entreprises plus responsables. Parce que quand on a accès à la capacité de l'épargne nationale, on doit payer ses taxes, on doit être transparent, on doit répondre aux normes sociales, on doit répondre à tout un certain nombre de choses et ça crée un mouvement entraînant, inclusif et ça crée une société qui est mieux balancée. Donc, les pistes de solutions sont là. Mais si je prêchais seulement pour ma chapelle, je dis développons le marché des capitaux. Et on n'adresse pas le reste, ce serait laver main essuyée à terre. Si le secteur privé dit je veux payer mes taxes et que ces taxes sont mal utilisées parce que la corruption et autres, c'est laver main essuyée à terre. Si les entreprises veulent se développer, le tissu industriel veut se développer, mais il n'y a pas de techniciens qualifiés, on n'importe quoi, on fait, on importe des Philippins. Okay. Et donc, les solutions sont là. On veut faire des programmes sociaux. Je vais terminer sur ce point.
On peut refaire petit maman chérie. On peut faire petit maman chérie, cap bay 2 glosses d'huile, ou canette et sardines, tout importé. Ou bien on peut faire petit maman chérie, et puis on dit, j'impose, comme je l'ai vu en République dominicaine, je donne une carte qui a une capacité d'achat. Je fais que cette carte ne puisse acheter que dans un périmètre donné. Donc, je m'assure que chaque goutte qui est donnée par l'État va alimenter l'activité économique dans une zone. Et je m'assure que cette carte est contingentée pour acheter seulement des produits locaux. Moulin, petit, mi, etc. Donc, vous voyez, on peut faire du social en faisant de la création d'emplois, en faisant de la création de petites et moyennes entreprises et en créant des chaînes de valeur. Mais il faut des projets qui soient pensés globalement, qui soient pensés pour Haïti. Merci, professeur Chéri. Oui, ça me t'a dit. Et c'est que les projets, un projet public, et tout projet public, il y a différents niveaux de connaissances qui fait applicable. Différents niveaux de connaissances. Les techniciens qui écrivent le projet, ça a son niveau. Ensuite, il y a agent de l'État, fonctionnaire, qui pourra le mettre en pratique. Il a besoin de dialoguer avec acteurs dans le secteur d'activité pour comprendre qui procédure, par qui façon de le faire. Pour qu'on ait un niveau de connaissance ça. Et ensuite, ou gagne toute discussion qui fait dans les médias sur tout le projet, permettre que la population informée sur le projet. Ensuite, la partager, la disposer tout pour accompagner le projet. Or, ça que ça vient dans l'université, nous, c'est que nous ne pouvons jamais sortir du milieu familial. Tant que Michel Legault dit là. C'est-à-dire que mon prend projet pour faire étudiants, faire réflexion sur eux, pour dire si tu n'as pas appliqué dans l'État, ça que tu as besoin pour l'appliquer. Et ensuite, pour les fonctionnaires arriver dans la fonction publique, dans un bureau, pour le comprendre comment le appliquer. On sait que nous même ça, nous avons en Haïti comme formation. Et étudiants fait licence en Haïti, souvent les pas étudiants, ils sont sur Haïti, les gens font partie à l'étranger pour faire un niveau de maîtrise, ils entrent en Haïti, ils pas jamais travaillent vraiment sur des problèmes qui concernent Haïti. Et par contre, qui procèdent pour faire pour l'appliquer le bagage. Les ça nous bloquer. Nous connaissons que c'est gens qui mauvaise foi, parfois qui mauvaise foi tout, parce que c'est pas un problème de réparation des torts là toujours posé. Mais nous pas produit connaissance sur comment on a passé des idées d'acteurs privés à des politiques applicables en Haïti. Toujours un blocage comme ça. Niveau connaissance, ça, faut que l'université commence à investiguer, ou comment il y a répondre à problème ça. Merci beaucoup. Madame Auriol. Oui. Oui, tout à fait. Bien, je fais un petit tour rapide des préoccupations que vos questions ont fait émerger. Je pense que le premier point peut-être qu'il faut clarifier, c'est la notion de secteur privé, méfiance, c'est pas méfiance, etc. Je crois qu'il faut que ce soit clair dans la tête de tout le monde, qu'il s'agisse du secteur privé en tant que tel, qu'il s'agisse de la société civile, comme on a l'habitude de parler, ce sont des institutions, finalement, qui se préoccupent de l'intérêt particulier. C'est l'État qui s'occupe de l'intérêt général. Donc, il faut qu'on soit clair sur ça. Ça veut dire que le secteur privé ou une association de la société civile, c'est parfaitement acceptable, accepté, qu'ils s'intéressent à l'intérêt particulier. Ça veut dire on va défendre je ne sais pas moi, un groupe de chanteurs, on va défendre un groupe de producteurs d'objets en cuir, etc. Donc, l'intérêt, ça c'est l'intérêt particulier. Et l'intérêt particulier a toute sa valeur dans une société. Donc maintenant, l'État est là pour faire l'équilibre entre ces différents intérêts.
Donc, on a vécu ces dernières années des entrepreneurs qui faisaient kidnapper des concurrents, etc. Donc, je ne dis pas que c'est une façon de défendre ses intérêts qui soit très reluisante, mais c'est comme ça que ça se passe. Et c'est pour ça que l'État existe, c'est pour pouvoir réguler entre les différents intérêts particuliers pour qu'on trouve la route vers l'intérêt général. Donc, c'est pas une condamnation automatique que de dire que un groupe ou un autre défend des intérêts particuliers. Donc, et ça, peut-être que ça aurait été utile d'être clair sur ça dès le début. Maintenant, la question des investissements et du crédit a été posée à plusieurs reprises. Je crois que l'ensemble des réponses que j'ai entendues, en tout cas, c'est que il y a un problème d'investissement et de crédit. On a besoin de financement d'un certain nombre d'activités, mais il ne faut pas imaginer que la question de l'investissement, c'est juste apporter de l'argent. Donc, il y a des questions d'identification des personnes, d'identification des biens, donc l'état civil et le cadastre qui doivent être résolus, et ça pour permettre justement que ces questions qui finalement intéressent les entrepreneurs, mais c'est à l'État de les résoudre. C'est pas l'entrepreneur qui doit régler cette question d'identification des personnes et des biens. Et d'un autre côté, je crois que c'est extrêmement important qu'on puisse se dire que si on veut inscrire l'investissement et l'entreprise dans la durée, il faut absolument se poser la question de la nature de l'entreprise. Si nous continuons avec les entreprises familiales dans le cadre juridique tel qu'il existe, on n'assure pas la pérennité de ces entreprises et on n'ouvre pas. Parce que la question sociale qui te pose à l'entrepreneur, c'est pas qu'il fasse des distributions ou qu'il ait une fondation pour faire des bonnes œuvres. C'est intégrer les populations dans les bénéfices de ces entreprises. Donc, c'est changer le style, c'est ouvrir l'actionnariat. On est d'accord? Bien, je pense que c'est un élément fondamental à comprendre par rapport à cette question d'investissement et de crédit. Je crois que Gérald a beaucoup insisté et la question a été posée sous différentes formes. Il est absolument indispensable d'arriver à l'accumulation de savoir et de savoir-faire et de savoir et de savoir-faire qui répondent aux réalités spécifiques d'Haïti. Donc, qu'il s'agisse de l'enseignement en Haïti ou de l'enseignement pris à l'étranger, le résultat est le même, c'est qu'il est sans aucun rapport pratiquement avec les réalités haïtiennes. Nous l'avons bien vécu à l'aménagement du territoire, c'est que quelqu'un qui part, quand on fait une conférence internationale sur l'urbanisation par exemple, tout ce qui est discuté témoigne d'un niveau de développement urbain qui ne correspond absolument pas au développement haïtien. Nous, on est vraiment à la première étape. Il n'y a pas de cadastre dans les villes, il n'y a pas d'imposition réelle, il n'y a pas d'infrastructure, de routes, de rues, de drainage, de rien du tout, tandis que les gens sont en train de discuter les places publiques, etc., le nombre d'étages, etc. Nous, la base n'est pas posée. Donc, quelqu'un qui revient avec des préoccupations d'urbanisme européen, on est complètement en dehors de la plaque. Et on n'a rien à dire à ces réunions-là, parce que on va pas parler de problèmes que les autres ont déjà résolus il y a 100, 150 ans, 500 ans. Donc, il faut vraiment développer un savoir spécifique sur tous les domaines pour Haïti. Donc, ça peut paraître très éloigné de la question du secteur privé, mais c'est une clé importante. Il faut qu'il y ait cette accumulation, cette capitalisation de mots dit bien ce qu'il veut dire, de savoir et de savoir-faire. Bon, c'est certain qu'il y a beaucoup d'études et de plans, mais ils sont d'inégale valeur. Donc, il ne faut pas penser que parce qu'on a ramassé 100 plans,
on a ramassé des choses de grande valeur et qui peuvent servir. Donc, il y a déjà un premier tri à faire par rapport à, parce qu'il y a beaucoup de fantaisies, notamment dans les PSDH, qui sont des copies-collées des Nations Unies pour tous les pays. Donc, on enlève le Congo, on met Haïti et puis ça va. Mais il y a une préoccupation réelle, et je crois que Jackie l'a bien illustré. Il faut être en mesure de produire du stratégique, mais aussi de donner les moyens de passer du stratégique à l'opérationnel. Et ça, c'est le plus dur, je dirais. Et même lorsqu'on passe à l'opérationnel et qu'on produit, par exemple, un manuel de procédure, les gens qui vont utiliser ce manuel de procédure, quand ils ont fini, on ne reconnaît plus la procédure. Donc, je crois que c'est vraiment, pour moi, les points les plus importants, c'est intérêt particulier versus intérêt général, la capitalisation de savoir et de savoir-faire, et l'investissement et le crédit, oui, mais il y a d'autres éléments qui doivent rentrer, qui ne sont pas de l'argent, qui doivent rentrer dans la question de l'investissement et du crédit, et ces éléments-là, il faut les mettre en place, ils sont même en amont de l'efficacité de ces investissements et de ce crédit. Christine, on n'a pas de société, on n'en a qu'une. Il y a des nuances à l'intérieur, mais il n'y a qu'une société haïtienne avec des composantes. Et je pense que nous devons aussi recréer un peu de fierté. Et je crois qu'on a perdu ça au cours des 40 dernières années. Nous sommes dans un autodénigrement très improductif. Il s'est passé beaucoup de choses dans ce pays depuis 1804, même si on ne nous le fait pas étudier. Et il faut savoir que nous sommes dans une période effectivement difficile depuis un certain temps, mais ça n'a pas toujours été le cas. Ce ne sera pas nécessairement le cas demain. Merci à tous. Merci beaucoup, Madame Auriol. Merci beaucoup à tous ceux qui nous ont suivis sur Zoom, qui ont envoyé beaucoup de questions, des questions qui n'ont pas pu être posées aujourd'hui. J'espère que la discussion va se poursuivre. Je voudrais remercier M. Parette, qui fait partie de ceux qui inventent, qui proposent encore des solutions, des pistes de solutions. Merci à M. Coles, qui fait partie de ceux qui insistent, parce que ça fait des années qu'il fait ce qu'il fait, pousser des idées, voir si ça peut avancer. Merci au professeur Chéri et à Mme Auriol qui réfléchissent sur nos difficultés à mettre tout ça en ordre. Le titre de la conférence d'aujourd'hui, c'est un secteur privé et gouvernance politique en Haïti, opportunités, possibilités et limites. Les absents, comme souvent dans ces conférences, c'était les responsables publics, à un titre ou à un autre. Et malheureusement, ils n'étaient pas en majorité dans la salle. J'espère qu'ils se cachaient derrière le Zoom pour regarder ce qui se disait. Et merci à ceux qui ont fait le déplacement. Moi, j'ai vu ces dernières années, parce que je parle de mon point de vue de journaliste, un président essayer d'avoir des plans. Un président, un seul. C'est René Préval qui a fait monter des commissions. Ces commissions ont travaillé, les plans ont existé. J'ai vu René Préval partager les résultats des commissions avec tous les candidats de l'élection de 2010-2011. Il les a vus personnellement, il les a expliqués que le travail avait été fait, que ce n'est pas pour lui le travail, qu'il fallait continuer, qu'il fallait avancer. Et j'ai vu aussi comment les propositions étaient ou oubliées, ou ignorées, ou dévoyées. Parce que c'est ça aussi, et je dirais, l'avenir des plans et des idées en Haïti. Et malheureusement, ce qui me chagrine, c'est qu'on oublie trop vite que les idées et les plans sont orphelins. Yo pas qu'à marcher pour compte yo. Il faut que quelqu'un s'approprie du plan, s'approprie de l'idée, s'approprie du rêve et essaie d'imposer l'idée, d'imposer le plan, d'imposer le chemin. Souvent, nous nous fatiguons, souvent nous sommes pressés, souvent nous sommes frustrés parce que les politiques ne vont pas vous écouter. Parce que ça aussi, moi je l'ai vécu avec quelqu'un qui s'appelait Georges Anglade, qui a réfléchi pour Lavalas au tout début et qui s'est, je dirais, fatigué de le faire parce que celui qui propose les idées n'a pas souvent l'écoute
Pas l'écoute attentive. Souvent, vous avez l'écoute attentive, mais il n'y a pas la transmission pour que ce que vous avez proposé se réalise, se matérialise. Et même souvent, c'est pire. On démonte tout ça, on fait totalement le contraire de ce que vous avez proposé en disant que c'est votre proposition. Parce que Haïti aussi, ces dernières années, c'est ça. Et moi, je crois que vu le personnel politique que nous avons, on aura encore de plus en plus de difficultés à faire des choses rationnelles dans ce pays. C'est vers ça que nous allons. Et je ne sais pas si on a cassé couple là, mais pour le moment, moi, ça moi, c'est que les ministères ne sont pas équipés en personnel pour appliquer des choses compliquées, des choses sophistiquées, des choses rationnelles. C'est ma crainte. Et je dirais que merci pour cette conférence, mais en même temps, il y a du travail. Il y a du travail. Merci beaucoup.